Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les fondements des mathématiques partie 1. Aujourd'hui, on va essayer de vous présenter la notion de théorie mathématique et la philosophie derrière ces théories, ainsi que l'histoire, etc. derrière ce concept. Tout d'abord, dans cette première partie, je vais vous présenter qu'est-ce qu'est une théorie mathématique intuitivement et ce qu'est la notion d'axiome. Tout d'abord, quel est le but d'une théorie mathématique ? Alors, une théorie mathématique, son but, c'est de démontrer des théorèmes. Alors, parfois, ça peut prendre d'autres formes. On peut appeler ça des lemmes, ou alors des propositions. Alors, les mots ne sont pas tout à fait synonymes ici, mais c'est globalement la même chose. En fait, il s'agit de choses que l'on veut démontrer vraies, en fait. Pour démontrer cela, on part d'assertions que l'on a déjà. Et à l'aide de la logique, on peut établir ces différents théorèmes, lemmes ou propositions. Mais pour obtenir ces assertions, il faudrait a priori partir d'assertions encore plus basses dans le raisonnement et à l'aide de la logique, déduire ces assertions ici. Mais on voit bien qu'on ne peut pas continuer ce cheminement éternellement et qu'on va remonter à des sortes de briques de base. Et ces briques de base, on appelle ça des axiomes. Donc les axiomes, en fait, qu'est-ce que c'est ? Une théorie mathématique, c'est des axiomes. Des axiomes avec lesquels, grâce à la logique, on peut remonter et prouver des théorèmes, des lemmes ou des propositions. Avant de rentrer plus en détail dans nos théories axiomatiques, dans nos théories mathématiques modernes, on va revenir un peu en arrière. À la base, en Mésopotamie, dans les civilisations babyloniennes, etc., les mathématiques, elles sont vraiment ancrées dans le quotidien. C'est-à-dire que les mathématiques, elles nous servent à quoi ? Elles nous servent à compter le nombre de moutons dans nos champs, à construire des pyramides qui ne s'écroulent pas, ce genre de choses. Des choses plutôt concrètes. Et ça va petit à petit changer, notamment en Grèce antique, avec des mathématiciens comme Euclide et son œuvre principale, les éléments. Puis ça va ensuite être repris, on va avoir notamment cette notion de démonstration avec des mathématiciens arabes comme Al-Khwarizmi, ce genre de choses. Euclide, le principe de ses travaux, c'est d'axiomatiser la géométrie. Donc pour ça, il va donner une liste de 5 axiomes qui permettent de construire toute la géométrie classique, la géométrie du plan. Donc les 4 premiers axiomes sont plutôt simples, et le dernier est un peu plus particulier. Donc le premier axiome, par exemple, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que par 2 points, A, B, passe une unique droite. Bon, ça paraît plutôt honnête, on va pas se mentir, là, on peut l'accepter. Voilà, le deuxième, troisième, quatrième axiome, ils sont à peu près du même acabit, des choses plutôt acceptables. Ensuite, le cinquième axiome, lui, il a fait un peu plus débat. Qu'est-ce qu'il nous dit le cinquième axiome ? Il nous dit que lorsqu'on a une droite D, un point A qui n'est pas sur cette droite, alors il existe une unique droite passant par A qui ne coupe jamais D. Bon, là c'est un peu mal dessiné, mais vous voyez le principe. Donc voilà, il y a une unique parallèle à D passant par A. Bon, ça paraît toujours un peu intuitif, mais en fait, on va se rendre compte très vite que c'est un axiome qui a fait beaucoup de débats et qui va créer des choses qui vont être très importantes pour l'histoire des mathématiques. Ainsi, comme on l'a vu précédemment, l'axiome d'Euclide nous dit que si j'ai une droite D et un point A qui n'est pas sur cette droite D, alors il existe une unique, très important, parallèle delta. Et donc, la question c'est, est-ce qu'on peut vraiment pas démontrer ce cinquième axiome à partir des 4 premiers ? Ça a embêté les mathématiciens pendant 3 millénaires. Pendant 3 millénaires, ils se sont pris la tête avec ce problème. Et en fait, personne n'y est jamais arrivé. Et donc, au bout de 3 millénaires, il y a certains mathématiciens qui se sont dit
bah, peut-être qu'il est indépendant des autres, tout simplement. Peut-être qu'on ne peut vraiment pas le démontrer. Et au final, Riemann, par exemple, va avoir l'idée de modifier cet axiome pour donner une nouvelle géométrie, donc la géométrie sphérique. En géométrie sphérique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, prenons une sphère pour voir ce qui se passe. Si je prends une sphère, et que maintenant, je dessine une droite sur une sphère. Alors déjà, qu'est-ce qu'une droite sur une sphère? C'est ce qu'on appelle une géodésique. C'est-à-dire que c'est le trajet, si on imagine un petit bonhomme sur la sphère, et qu'on imagine qu'il se déplace en ligne droite tout le temps, c'est ça une géodésique, c'est sa trajectoire. Et donc, sur une sphère, ça correspond à ce qu'on appelle un grand cercle. Donc c'est par exemple les méridiens terrestres. Attention, ce n'est pas les parallèles, parce que les parallèles, ce seront des petits cercles. Et en fait, ça correspond à toujours tourner au lieu d'aller tout droit. Donc, prenons un grand cercle sur la sphère. Prenons alors un point A qui n'est pas sur ce grand cercle. Et donc ici, voilà. Et la question c'est, est-ce que je peux trouver un grand cercle qui passe par A, mais n'intersecte pas mon premier grand cercle? Et en fait, la réponse est non. Peu importe le grand cercle que je vais tracer, je vais forcément finir par intersecter mon autre grand cercle. En fait, ça n'existe pas, les parallèles sur une sphère. C'est impossible. Et donc, le cinquième axiome d'Euclide est modifié. Et au lieu d'avoir existence d'une unique parallèle, on a existence d'aucune parallèle. Il n'y a pas de parallèle, en fait. Donc ça, c'est la première géométrie qui diffère de la géométrie d'Euclide. Après, il y a aussi la géométrie hyperbolique, introduite par Bolyai, Lobachevsky et Poincaré, et qui nous dit la chose suivante. En fait, ça correspond à travailler sur une sorte de selle de cheval, mais c'est un peu dur à se représenter, donc on va plutôt utiliser un modèle qui s'appelle le demi-plan supérieur. En fait, il faut se placer dans un monde où c'est des êtres, en fait, qui sont dans une sorte de feuille infinie, mais avec un bord. Mais eux, ils ne voient pas le bord. Pourquoi? Parce que plus ils se rapprochent du bord, et plus ils rétrécissent. Et donc aussi leur mètre, tout ça pour mesurer, rétrécissent également. Et en fait, il se trouve que pour eux, le bord est à l'infini. Donc il n'y a pas de bord pour eux. Et dans ce monde imaginaire, quelles sont les géodésiques? Eh bien en fait, on peut montrer que les géodésiques dans ce monde-là, ce seront les lignes droites verticales, perpendiculaires au bord, et les cercles qui sont les demi-cercles dont le centre est sur le bord. Et donc, on voit bien que si je prends un point A et une certaine géodésique, je peux tracer une parallèle, je peux tracer deux parallèles, je peux tracer trois parallèles, etc. Je peux tracer une infinité de parallèles. Et en fait, en géométrie hyperbolique, dans la géométrie sphérique, on a zéro parallèle. Dans la géométrie euclidienne, on a une seule parallèle. Et pour la géométrie hyperbolique, on en a une infinité, tout simplement. Et donc, voilà. Il y a des choses comme ça qui diffèrent. Mais le problème, pour les mathématiciens, c'est la chose suivante. Dans les géométries sphériques et hyperboliques, des théorèmes qui étaient pourtant fondamentaux deviennent totalement faux. En particulier, le théorème de Pythagore devient faux en géométrie sphérique et hyperbolique. Mais pour vous prendre un exemple plus simple, je vais vous prendre la somme des angles d'un triangle. En géométrie euclidienne, si je prends un triangle avec trois angles alpha, bêta et gamma, on est sûr, à tous les coups, que alpha plus bêta plus gamma, si je fais la somme des angles, ça va bien me donner 180 degrés. Cependant, si je me place en géométrie sphérique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, prenons un triangle en géométrie sphérique, c'est-à-dire qu'on se place sur une sphère, et on va prendre par exemple, je vais me placer au pôle Nord, je vais aller jusqu'à l'équateur en prenant un grand cercle, donc ça correspond à un segment en géométrie sphérique. Je vais me déplacer sur l'équateur, qui est également un grand cercle, jusqu'à arriver ici, à un endroit où si je joins les deux points ici, j'obtiens un angle droit. Donc en fait, ça représente 1/8 de sphère. Eh bien, ici, on a un triangle, tel que alpha, bêta et gamma sont tous des angles droits. C'est-à-dire qu'ils sont tous égaux à 90 degrés. Autrement dit, alpha plus bêta plus gamma,
ça nous donne 3 fois 90 degrés, c'est-à-dire 270 degrés, ce qui est bien supérieur à 180 degrés. Donc, il y a des théorèmes qui sont vrais en géométrie euclidienne, qui sont fondamentaux, et qui sont pourtant super faux en géométrie sphérique ou en géométrie hyperbolique. Et ça va poser un gros problème aux mathématiciens et à la philosophie des mathématiques qui, en fait, les mathématiciens à l'époque pensaient que un théorème n'avait pas une véracité que dans sa théorie, mais avait une véracité fondamentale. Et en fait, on se rend compte que non. Donc, avec l'apparition de ces géométries non euclidiennes, on se rend compte que la vérité mathématique des énoncés dépend de la théorie dans laquelle on se place, des axiomes qu'on a choisis. Donc ça, c'est vraiment un grand changement, et ça va vraiment créer une crise au sein des mathématiciens, parce qu'il va falloir revoir la manière dont les mathématiciens travaillent. Ça va être le travail de deux mathématiciens allemands, Georg Cantor et Gottlob Frege, qui à la fin du XIXe siècle vont essayer d'axiomatiser la théorie des ensembles. Mais ils ne vont pas choisir leur axiome au hasard, comme ça, en fonction de l'axiome qui leur paraît joli, non. Ils vont quand même essayer de respecter 3 critères. Donc déjà, premier critère, un critère qui nous paraît plutôt logique, c'est la consistance. Donc, ils veulent que leur système d'axiomes soit consistant, c'est-à-dire cohérent. On ne peut pas, à partir des axiomes, prouver une propriété et son contraire. Ça serait en désaccord avec la logique, tout simplement. Donc ça, on n'aimerait pas trop que ça arrive. Ensuite, deuxième chose, il faudrait que leur système d'axiomes soit complet. C'est-à-dire que tout énoncé peut soit démontrer qu'il est vrai, soit son inverse. En fait. On peut démontrer tout énoncé ou son inverse. Pour faire ça. Et ensuite, troisième chose, c'est que tout énoncé mathématique dans ce système d'axiomes, enfin qui se déduise de ce système d'axiomes, soit décidable. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place un processus qui permet de le prouver, on va dire, pour simplifier. Donc voilà, donc c'est avec ces 3 choses en tête là qui vont donner des axiomes de la théorie des ensembles naïve. Donc, on va peut-être maintenant un peu plus rentrer en profondeur et dans les détails de cette théorie. Donc à la base, on oublie tout ce qu'on connaît. Donc on va se placer dans un univers. Voilà, on n'a pas d'informations sur cet univers. Et sur cet univers, on a une relation, la relation qu'on va noter comme ça, symbole, la relation d'appartenance. Donc une relation, donc là c'est une relation binaire, c'est-à-dire que c'est une relation, c'est quelque chose qui met en relation deux différents objets de cet univers, et c'est une relation qui est soit vraie, soit fausse. Donc, voilà, c'est une relation binaire classique. Et ensuite, les axiomes de la théorie naïve vont venir imposer différentes conditions sur cette relation, et qui va au fur et à mesure lui donner le sens en fait, de la langue française qu'on connaît, qui est le fait d'appartenir. Pour l'instant, c'est une relation quelconque sur un univers avec des objets inconnus. Donc, on est vraiment dans le cadre le plus abstrait possible pour avoir la théorie la plus générale possible. Donc, le premier axiome, ça va être quoi? Ça va être l'axiome d'extensionnalité. Donc cet axiome d'extensionnalité nous dit quoi? Il nous permet de définir la notion d'égalité entre deux ensembles. Donc si on l'écrit de manière très rigoureuse, bon, c'est un peu lourd, mais voilà, pour tout A, pour tout B. Donc voilà, donc en gros, pour faire ça. Donc voilà, donc là on a axiome d'extensionnalité. Pour faire simple, pour le dire simplement, en fait, deux ensembles sont égaux s'ils ont les mêmes éléments. Parce que là, ça paraît plutôt logique. Ensuite, on va peut-être pas détailler tous les axiomes de la théorie naïve des ensembles, mais un autre axiome qui est important, c'est celui l'axiome de compréhension. Donc voilà, là, ici, l'axiome d'extensionnalité.
Et ici, axiome de compréhension. Il est même d'ailleurs souvent appelé axiome de compréhension non restreinte. On va voir ensuite pourquoi il s'appelle non restreinte. Cet axiome, il nous dit quoi? Il nous dit que si on a une propriété, enfin un énoncé logique, P, voilà, qui prend une entrée X, on peut créer l'ensemble, cet ensemble-là, donc l'ensemble des A, tel que P de A. Donc voilà, on peut créer l'ensemble des ensembles qui vérifient une propriété donnée, une propriété logique. Ça, c'est vraiment très pratique. Par exemple, si on veut noter, je sais pas, l'ensemble des entiers pairs, par exemple, on peut le construire par compréhension. C'est vraiment un outil assez classique qu'on utilise au quotidien quand on fait des maths. Donc voilà, il va ensuite donner encore plusieurs axiomes. On va peut-être pas rentrer dans les détails, ça sera un peu lourd. Donc voilà, tout paraît beau, on a construit une belle théorie et avec des beaux axiomes, tout va bien, dans le meilleur des mondes, on est content, les mathématiques sont presque ressuscitées, on est parti d'une énorme crise, et on a réussi à créer une théorie avec des axiomes, tout va bien, on arrive à écrire les maths complètement. Mais là, c'est le drame. Effectivement, Russell arrive avec un argument de 3 lignes à peine à détruire la théorie de Frege qui avait mis des années à être construite. En effet, on peut considérer dans la théorie de Frege des ensembles qui s'appartiennent à eux-mêmes. Effectivement, si je considère oméga l'ensemble de tous les ensembles, alors on peut le construire parce que en utilisant l'axiome de compréhension, on peut juste écrire ceci. Alors, si vous ne comprenez pas cette expression, c'est pas grave, mais en tout cas, c'est juste l'ensemble de tous les ensembles. Et on peut vérifier, puisque oméga est lui-même un ensemble, que oméga appartient à oméga. Donc, il y a bien des ensembles qui s'appartiennent à eux-mêmes. Maintenant, on va considérer R l'ensemble des ensembles qui ne s'appartiennent pas eux-mêmes. Bon, ça fait beaucoup de mots pour pas grand-chose. En fait, c'est juste les ensembles, tels que A n'appartient pas à A. La question, c'est est-ce que R appartient à R? Alors, si R appartient à R, alors, il doit vérifier ceci. C'est-à-dire que R ne doit pas appartenir à R. Mais si R n'appartient pas à R, alors, il ne vérifie pas ça. Ça veut dire que il est faux de dire que R n'appartient pas à R. Alors, le symbole logique pour ça, c'est ça. Ça veut dire qu'il est faux de dire, cette sorte de marche d'escalier, ça veut dire il est faux de dire R appartient à R. Et ça, la négation de R n'appartient pas à R, c'est tout simplement R appartient à R. Donc si R appartient à R, alors R n'appartient pas à R, mais si R n'appartient pas à R, alors R appartient à R. On a deux propositions contradictoires, et donc la théorie de Frege est inconsistante.